Depuis combien de temps as-tu l'impression de courir après quelque chose d'insaisissable, comme si l'argent glissait entre tes doigts comme du sable fin, impossible à retenir? Tu travailles sans relâche, tu planifies avec soin, tu fais tout ce qu'on t'a appris à faire, économiser, te discipliner, t'adapter. Pourtant, malgré tous ces efforts, la sensation de manque persiste. Ton compte bancaire semble toujours à la merci d'une facture imprévue, d'un imprévu ou d'une opportunité manquée. Et si le problème ne résidait pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ignores? Il existe des règles invisibles, des mécanismes subtils, des lois silencieuses que personne ne t'a jamais enseignées. Ce sont ces lois que les puissants comprennent et appliquent sans jamais les nommer, des lois qui leur permettent de prospérer là où d'autres s'épuisent. Nicolas Machiavel, cet observateur lucide de la nature humaine et du pouvoir, ne dominait pas par la possession de terre ou d'or, mais par sa compréhension profonde des dynamiques invisibles qui régissent les relations humaines. Il savait que l'argent n'est pas une simple ressource matérielle. C'est une illusion contrôlée, un outil de pouvoir, une arme psychologique. Dans ce texte, nous allons plonger au cœur de cette illusion. Nous explorons comment l'argent pense, comment il se déplace, comment il s'entrelace avec tes peurs, tes croyances et ton passé. Plus important encore, nous dévoilerons les 7 principes fondamentaux qui régissent son fonctionnement, ces règles que personne ne t'a jamais expliquées. Et nous irons plus loin en explorant les vérités cachées et les actions concrètes pour transformer ton rapport à l'argent. Avant de commencer, médite cette phrase. Celui qui ne comprend pas l'argent finira toujours par s'incliner devant lui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Abonne-toi et aime la vidéo car la révélation t'attend dans le silence. Première partie, les origines de l'illusion. L'argent, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a jamais été qu'une illusion. Avant les billets, les banques, les dettes numériques, il existait sous d'autres formes. La dette morale, la loyauté forcée, l'honneur acheté. Dans l'Italie de la Renaissance, Machiavel observait ce théâtre invisible. Il voyait comment les princes utilisaient des faveurs pour acheter des fidélités, comment les puissants manipulaient la perception de la richesse sans jamais en révéler les rouages. Pour lui, l'argent n'était pas une fin en soi, mais un levier stratégique, un poison délicat capable de conquérir sans violence. Cette compréhension, cependant, s'est perdue avec le temps. La morale religieuse a sanctifié la pauvreté, la présentant comme une vertu. Le capitalisme moderne a glorifié le travail sans fin, érigeant l'effort en idole. Et toi, l'homme ou la femme ordinaire, tu t'es retrouvé piégé entre culpabilité et avidité, sans jamais saisir les mécanismes qui te gouvernent. On t'a appris à gérer ton argent, à établir un budget, à épargner, à éviter les dettes. Mais personne ne t'a jamais expliqué comment l'argent te gère, toi. Cette ignorance n'est pas un hasard. Elle est entretenue, car celui qui comprend les règles cesse d'obéir aveuglément, et celui qui n'obéit plus devient une menace pour l'ordre établi. Tu as grandi avec une idée fausse. L'argent récompense l'effort, le travail acharné mène à la liberté financière. Mais la vérité est plus crue, plus froide, plus mécanique. L'argent obéit à des lois invisibles, des structures que tu dois apprendre à construire si tu veux cesser de courir après lui. La première loi que tu dois apprendre est celle-ci. L'argent ne récompense pas la vertu, il suit la structure. On t'a fait croire que si tu es honnête, patient, intègre, l'argent finira par te trouver. Tu as peut-être pensé que le mérite suffisait, que la justice divine ou sociale te rendrait ce que tu mérites. Mais regarde autour de toi. Les plus brillants ne sont pas toujours les plus riches, les plus justes ne sont pas ceux qui accumulent les fortunes. Pourquoi? Parce que l'argent ne répond pas à l'éthique. Il répond à l'architecture. L'argent est comme un courant d'eau. Il coule là où les canaux sont creusés, là où les structures sont prêtes à le recevoir, à le canaliser, à le multiplier. Ce n'est pas une question de justice, mais d'efficacité. Si tu vis dans un environnement instable, si tes revenus dépendent uniquement de ton effort direct, si ton temps est linéaire, alors tu n'as pas de structure. Tu es un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre, un maillon dans un système qui profite à d'autres. Machiavel l'aurait dit ainsi. Ce n'est pas la moralité du prince qui assure son règne, mais la solidité de ses alliances. De la même manière, l'argent n'obéit pas à tes intentions, mais à ce que tu as construit pour l'accueillir. Imagine un agriculteur qui sème sans préparer le sol, sans irrigation, sans protection contre les intempéries. Même s'il travaille dur, ses récoltes seront maigres. L'argent fonctionne de la même manière. Sans un système mental, sans une structure stratégique, sans levier, tu peux être discipliné, vertueux, sage, l'argent ne viendra pas. Ce n'est pas une injustice,
c'est une mécanique. L'architecte du flux prospère, même s'il est immoral. Le travailleur honnête s'épuise, même s'il est sincère. Tant que tu crois que la vertu est la clé, tu joues à un jeu dont les règles te sont imposées par d'autres. Pour briser ce cycle, tu dois construire une structure, un réseau, une compétence monétisable, un système automatisé, une vision qui attire les flux financiers. Cela demande de sortir de la logique linéaire du travail-récompense pour entrer dans une logique systémique, où ton énergie est multipliée par des mécanismes qui travaillent pour toi. La deuxième loi que tu dois absolument connaître est la suivante. La richesse ne se mérite pas, elle se construit. Tu vis peut-être avec cette idée ancrée que les riches ont quelque chose que tu n'as pas, un don, une opportunité, une chance. Tu te dis que tu n'as pas encore assez souffert, assez donné, assez sacrifié. Tu attends le jour où le monde reconnaîtra ta valeur, où ton travail acharné sera enfin récompensé. Mais la richesse n'est pas un diplôme décerné pour ta patience. Ce n'est pas une médaille pour ton endurance. La richesse est une construction froide, mentale, stratégique. Elle ne répond pas à l'effort brut, mais à l'alignement. Pense à un architecte qui construit un pont. Il ne travaille pas plus dur que le maçon qui pose chaque brique, mais il conçoit un système qui supporte des charges immenses. De la même manière, la richesse ne vient pas de la quantité de travail, mais de l'intelligence avec laquelle tu organises ton énergie. Machiavel l'avait compris. Ceux qui gouvernent ne sont pas ceux qui méritent, mais ceux qui savent construire des réseaux, des alliances, une influence durable. Tu peux travailler jour et nuit sans jamais bâtir de richesse, car ce que tu fais, c'est une répétition, pas une création. Si ton revenu dépend uniquement de ton temps, tu es dans une logique d'esclave. La richesse véritable naît lorsque tu multiplies l'impact de tes actions, lorsque tu te connectes à des systèmes plus grands que toi, lorsque tu apprends à déléguer, à automatiser, à créer des leviers. Tant que tu crois que la liberté financière se gagne par la fatigue, tu restes prisonnier. La richesse n'est pas une récompense morale, c'est une conséquence logique. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui crée une application. Il travaille dur au départ, mais une fois l'application lancée, elle génère des revenus même lorsqu'il dort. Compare cela à un employé qui échange son temps contre un salaire. Son revenu s'arrête dès qu'il cesse de travailler. La différence n'est pas dans l'effort, mais dans la structure. Celui qui construit s'élève, même s'il est imparfait. Celui qui attend de mériter s'enfonce, même s'il est pur. La troisième loi dit ceci. L'argent fuit ceux qui en ont besoin et va vers ceux qui le dominent. Il y a en toi une tension, un manque discret, une peur voilée quand tu penses à l'argent. Tu le vois comme un vide à combler, une nécessité pour survivre, une bouée pour respirer. Mais plus tu as besoin de l'argent, plus il s'éloigne. Ce n'est pas une malédiction, c'est une dynamique fondamentale du pouvoir. L'argent agit comme une entité vivante. Il fuit la supplication, méprise la peur et se dirige vers ceux qui le maîtrisent. Machiavel aurait dit « Celui qui mendie le pouvoir ne mérite que le mépris du prince ». De la même manière, l'argent ne respecte que ceux qui l'utilisent sans trembler, qui osent l'investir, le risquer, le perdre. Si tu paniques à l'idée de perdre 1 euro, tu n'es pas encore en position de le posséder, car tu crois encore qu'il te définit. Mais l'argent n'est pas ta valeur. Ta valeur intérieure attire ou repousse l'argent. Cette valeur se construit dans l'indépendance psychologique, pas dans la dépendance émotionnelle. Pense à 2 personnes face à une opportunité d'investissement. L'une tremble, hésite, calcule chaque risque avec angoisse. L'autre agit avec clarté, accepte le risque, voit l'opportunité comme un levier. Qui attire l'argent? Celui qui agit avec confiance, car il ne le voit pas comme une bouée, mais comme un outil. Tant que tu regardes l'argent avec les yeux d'un enfant en manque, il se détournera. Mais lorsque tu cesses de le désirer comme une nécessité et que tu l'utilises comme un levier, il commence à venir à toi, car tu ne lui appartiens plus. La 4e loi que tu dois intérioriser est celle-ci. Le système entretient l'illusion de rareté. On t'a toujours dit que l'argent est rare, qu'il faut le mériter, le protéger, le conserver. Chaque dépense est une menace, chaque erreur une punition, chaque opportunité un risque. Cette idée n'est pas un hasard, elle est cultivée. Tant que tu crois que l'argent est une ressource limitée, tu restes docile. Tu acceptes des conditions indignes. Tu refuses d'innover, tu restes à ta place. Mais la rareté est une mise en scène. Dans l'économie moderne, l'argent est créé à partir de rien. Par la dette, par des chiffres sur un écran, par des promesses d'intérêt. Ce n'est pas une matière finie, c'est une fiction réglementée. Ceux qui contrôlent cette fiction deviennent les maîtres du jeu.
Machiavel aurait compris cela. La rareté est un outil de domination. Si tu veux contrôler un peuple, fais-lui croire qu'il manque de tout. Il se battra pour des miettes, se détruira entre semblables, deviendra le gardien de sa propre prison. Pourquoi te sens-tu coupable lorsque tu dépenses pour toi? Pourquoi hésites-tu à investir? Parce qu'on t'a conditionné à voir l'argent comme une denrée en voie d'extinction. Mais l'argent est partout. Il circule sans cesse, changeant simplement de main. Il va toujours vers ceux qui n'ont pas peur de s'en servir, ceux qui comprennent sa fluidité. Tant que tu crois qu'il faut te priver pour mériter, tu restes enfermé dans cette illusion. La 5e loi que tu dois connaître est la suivante. Le travail n'est pas la source, c'est le piège. On t'a glorifié le travail comme une vertu suprême. On t'a dit que plus tu travailles, plus tu mérites, que ta dignité réside dans ton épuisement. Tu as appris à te sentir coupable lorsque tu te reposes. Mais le travail n'est pas la source de la richesse, c'est un piège. Il t'occupe, te prend ton énergie, ton temps, ton attention. Pendant que tu travailles, tu ne construis pas, tu exécutes, tu obéis. Ceux qui prospèrent le plus ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui s'extraient de la boucle effort-récompense. Machiavel l'aurait dit ainsi, celui qui agit sans penser sert toujours celui qui pense sans agir. Le travail répétitif est une forme douce de servitude. Tant que tu vends ton temps, ta richesse sera limitée, car ton temps est limité. Les riches vendent des systèmes, des droits, des idées, des flux. Ils travaillent pour créer des actifs, des leviers, des empires silencieux. Si tu veux briser ce cycle, désacralise le travail. Non pour devenir paresseux, mais pour rediriger ton énergie vers la création, la transmission, l'impact. Pose-toi cette question. Travailles-tu pour vivre ou survis-tu pour continuer à travailler? Ta réponse est le premier pas vers la lucidité. La 6e loi explique ceci. L'argent est une arme psychologique. Tu penses peut-être que l'argent est neutre, un simple moyen d'échange. Mais il est bien plus que cela. C'est une arme psychologique, un pouvoir silencieux qui agit sur ton esprit avant même d'agir sur le monde. Il influence tes décisions, modifie tes comportements, crée des hiérarchies invisibles. Un homme riche est écouté différemment. Une femme financièrement indépendante change la dynamique d'une relation. Un patron qui menace de couper un salaire brise une stabilité intérieure. Machiavel savait que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il suggère. L'argent suggère des choses puissantes. Il te fait douter de toi lorsque ton compte est vide. Il te pousse à chercher l'approbation de ceux qui en ont plus. Tant que tu le vois comme une simple ressource, tu sous-estimes son effet sur ton psychisme. Il génère du désir, de la honte, de la compétition, de la peur. Il te fait penser petit, t'empêche de prendre des risques, t'attache à une hiérarchie sociale. Si tu ne le comprends pas, tu deviens manipulable. La 7e et dernière loi que tu dois absolument connaître. Tu es programmé pour servir l'argent, pas pour le posséder. Tu crois être libre dans ta relation à l'argent, mais tu suis un conditionnement implanté dès l'enfance. On t'a appris à obéir à l'argent comme à une divinité. Tu vas à l'école pour un travail, tu travailles pour un salaire, tu dépenses selon des limites imposées. Tu rêves en fonction de ce que tu crois possible financièrement. Tu es dans un labyrinthe, et chaque couloir est conçu pour te faire tourner en rond. Machiavel aurait dit, le peuple est plus facile à gouverner lorsqu'il est occupé à nourrir des peurs concrètes. La peur de manquer est la plus concrète. Tu vérifies ton compte comme si c'était ton pouls. Tu évalues ta valeur à travers ce que tu peux acheter. Mais tu n'as pas été éduqué pour posséder l'argent. Tu as été formé pour le servir. Ceux qui le possèdent vraiment comprennent ses rouages, ne le poursuivent pas, ne le craignent pas. Ils brisent la programmation et deviennent stratèges. 2e partie. Les vérités cachées. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux, plongeons dans les vérités plus profondes, celles qui dérangent, celles qui touchent à l'ombre de ton être. Vérité 1. L'argent est une énergie d'influence, pas un objectif. Tu cours peut-être après un chiffre, un montant, un niveau de vie, pensant que cela te libérera. Mais l'argent n'est pas une destination. C'est une énergie, un amplificateur de ce que tu es déjà. Si tu es en paix, il amplifie ta paix. Si tu es en chaos, il nourrit ton chaos. Machiavel aurait vu l'argent comme un pouvoir détaché de la morale, ni bon ni mauvais, mais dangereux entre les mains d'un homme vide. Quand tu fais de l'argent un objectif, tu perds de vue qui tu es. Tu vis pour lui, et quand tu l'obtiens, l'angoisse de le perdre te consume. Ceux qui comprennent cela ne cherchent pas l'argent pour lui-même.
Ils cherchent l'impact, l'indépendance, la capacité d'influencer. L'argent n'est qu'un vecteur au service de leurs intentions profondes. Si ton intention est la peur ou le besoin d'exister, l'argent te détruira. Si elle est alignée sur le sens et la clarté, il deviendra ton serviteur. Vérité 2. La sécurité t'éloigne de l'abondance. Tu veux que l'argent te rassure, te protège, te donne la paix. Tu l'économises, tu évites les risques, tu vis selon le principe « je veux de l'argent, mais je ne veux jamais le perdre ». Mais l'argent est un fluide, il circule, il pulse, il répond à l'expansion, pas à la protection. Chaque fois que tu agis par peur, tu bloques ce flux. Tu enfermes l'abondance dans un coffre où elle s'éteint. Machiavel aurait compris ce paradoxe. La peur de perdre rend l'homme inoffensif. Dans le domaine de l'argent, elle le rend pauvre, non parce qu'il ne gagne pas, mais parce qu'il reste figé, en mode défensif. L'abondance commence là où tu renonces à la certitude, où tu oses semer, où tu engages ton énergie dans quelque chose de plus grand que toi. Vérité 3. La richesse visible est souvent une façade. Tu associes les montres de luxe, les voitures, les vêtements de marque à la réussite. Mais ce que tu vois est souvent un masque, une façade brillante posée sur une structure vide. Beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens pour exister aux yeux des autres. La vraie richesse est discrète, stable, enracinée dans des actifs invisibles, des flux maîtrisés, une intelligence à long terme. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à durer. Machiavel l'avait anticipé. Le pouvoir le plus dangereux est celui qui se part des signes du pouvoir sans en posséder la substance. Si tu veux la vraie abondance, cesse de courir après les apparences. Redéfinis la richesse comme une forteresse silencieuse, pas un théâtre. Vérité 4. L'argent révèle, il ne corrompt pas. On t'a peut-être dit que l'argent rend les gens mauvais, qu'il déshumanise. Mais l'argent ne transforme pas, il amplifie ce que tu es déjà. Il enlève le masque de la nécessité, libère tes tendances profondes. Dans la pauvreté, tu es contraint à la modestie. Avec l'argent, ton vrai visage apparaît. Machiavel le savait. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est l'impunité qui révèle. L'argent est un miroir. Si tu n'es pas clair avec toi-même, il accélérera ta destruction. Mais si tu travailles ton intégrité, il deviendra un prolongement de ce que tu es. La question n'est pas de savoir si l'argent te changera, mais ce qu'il révélera de toi. Vérité 5. Ton langage façonne ton rapport à l'argent. Tes mots ne sont pas neutres. Chaque fois que tu dis « l'argent est difficile à gagner, les riches sont tous les mêmes », tu programmes ton inconscient. Ces mots deviennent une prison mentale, un filtre qui limite ta réalité. Machiavel aurait dit « celui qui contrôle le langage contrôle les foules ». De la même manière, celui qui maîtrise ses mots reprend le contrôle de son destin financier. Observe comment tu parles de l'argent. Chaque soupir, chaque ironie, chaque plainte est une serrure mentale. Pour transformer ton rapport à l'argent, transforme ton langage. Dis « j'apprends à créer de la richesse ». Dis « l'abondance est un terrain que j'explore ». Ces mots ne décrivent pas la réalité, ils l'autorisent. Vérité 6. L'argent suit l'ombre de ton identité. Tu penses vouloir plus d'argent, mais quelque chose bloque. Ce n'est pas ton désir conscient qui détermine ta réalité, c'est ton identité inconsciente, façonnée par les blessures, les humiliations, les croyances héritées. Une voix intérieure murmure peut-être « l'argent n'est pas pour moi ». Tant que cette identité n'est pas alignée avec l'abondance, tu saboteras tes opportunités. Machiavel aurait compris que l'homme est gouverné par ses peurs secrètes. L'argent répond à une permission intérieure, pas à une envie. Pour devenir riche, tu dois cesser de te penser comme quelqu'un qui ne peut pas l'être. Cela demande de guérir les blessures qui te maintiennent dans une fidélité à une version ancienne de toi. Vérité 7. Ce que tu refuses de guérir attire la pauvreté. Tes blessures non résolues, honte, abandon, rejet, deviennent un filtre. Elles te poussent à accepter des emplois toxiques, à dire oui à des clients qui t'épuisent, à ne pas demander ta vraie valeur. Machiavel aurait dit « l'homme blessé est un pion idéal ». Tant que tu es en guerre intérieure, l'abondance ne peut pas entrer. Elle demande une paix intérieure, une intégrité émotionnelle. Guérir ton rapport à l'argent, c'est guérir ton rapport à toi-même. Ce n'est pas une question de technique, mais d'identité. Tant que tu vis à travers tes cicatrices, tu attires ce qui les maintient ouvertes. Mais lorsque tu oses guérir, l'argent devient un prolongement de ta liberté, pas une fuite de ta douleur. Troisième partie. Les actions concrètes pour transformer ton rapport à l'argent. Savoir ne suffit pas.
Sans action, la connaissance reste une distraction. Voici cette action concrète pour reprogrammer ton esprit et transformer ton rapport à l'argent. 1. Créer un sanctuaire financier intérieur. La première action à entreprendre dès aujourd'hui pour transformer ton rapport à l'argent est de créer un sanctuaire financier intérieur. Avant de te perdre dans les chiffres, les budgets ou les stratégies, tu dois établir un espace mental où l'argent cesse d'être une source de peur ou de stress. Cet espace n'est pas un compte bancaire ou une feuille de calcul, mais un lieu intime, silencieux, où tu te reconnectes à ta vision profonde. Pose-toi cette question essentielle. Pourquoi veux-tu de l'argent? Va au-delà des réponses évidentes comme payer des factures ou assurer ta sécurité. Demande-toi, quel est le but plus grand que l'argent pourrait servir? Écris dans un carnet, sans filtre. Si je n'avais plus peur de manquer, que ferais-je de ma vie? Cette question n'est pas financière, elle est existentielle. Elle t'oblige à clarifier tes intentions, à définir ce qui te fait vibrer. Ce sanctuaire intérieur est le socle où l'argent devient un outil au service de ta conscience et non un maître qui te domine. Sans cette clarté, tes actions resteront réactives, dictées par l'angoisse ou le besoin. En créant cet espace, tu poses les fondations d'une relation saine et souveraine avec l'argent. 2. Reprogrammer ton langage quotidien. La deuxième action que tu mettras en place est de reprogrammer ton langage quotidien. Chaque mot que tu prononces à propos de l'argent agit comme un ordre silencieux donné à ton inconscient, façonnant ta réalité financière. Lorsque tu dis « je suis fauché ou l'argent est difficile à gagner », tu graves des croyances limitantes dans ton esprit, renforçant une posture de manque. Ces mots ne sont pas neutres, ils programment ta perception, influencent tes décisions et freinent l'abondance. Pour transformer ton rapport à l'argent, tu dois réécrire ce code intérieur. Arrête-toi chaque fois qu'une phrase négative surgit et corrige-la à voix haute. J'apprends à acquérir l'abondance ou je crée une nouvelle stabilité financière. Ces affirmations ne décrivent pas ta situation actuelle, elles autorisent ce qui vient. Ton langage est une prophétie. Il façonne ta posture, ton énergie, ta capacité à saisir les opportunités. En disant « Je suis en train de bâtir ma richesse », même si ton compte est vide, tu alignes ton esprit sur une vision de croissance. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une discipline psychologique. Ton inconscient obéit à ce que tu répètes. Choisis des mots qui élèvent, qui ouvrent des portes, qui te positionnent comme un créateur, pas comme une victime. Ainsi, tu reprogrammes ta réalité financière, mot par mot, jusqu'à ce qu'elle reflète ta souveraineté intérieure. 3. Écrire ton histoire financière pour démasquer les blessures cachées. Prends un cahier, un stylo et installe-toi dans un espace calme, loin des distractions. Écrire ton histoire financière, c'est plonger dans les racines de ton rapport à l'argent, là où se cachent les croyances qui te gouvernent sans que tu t'en rendes compte. Commence par te poser ces questions. Quand l'argent est-il devenu une source de peur ou de stress? Était-ce un moment d'enfance où tu as vu tes parents se disputer à cause d'une facture? Une remarque humiliante sur ta valeur ou tes ambitions, qui t'a fait croire, consciemment ou non, que la richesse n'était pas pour toi. Ces souvenirs, souvent enfouis, forment un plafond invisible qui limite tes aspirations. En les mettant sur papier, tu les rends visibles et ce qui est visible perd son pouvoir de contrôle. Écris sans censure, sans chercher à bien formuler. Note les émotions, les images, les silences. Peut-être as-tu vu un proche épuisé pour survivre ou as-tu été rejeté pour un manque matériel. Ces expériences ont tissé une trame émotionnelle qui guide tes choix aujourd'hui. Nommer ces blessures, c'est briser leur emprise. Écrire, c'est devenir stratège de ton passé, transformer les réflexes inconscients en décisions conscientes et ouvrir la voie à une nouvelle liberté financière. 4. Construire un écosystème, pas une routine. La quatrième action à mettre en place dès maintenant, c'est construire un écosystème. Pour transformer ton rapport à l'argent, il est crucial de briser le cycle linéaire travail-paiement-survie qui t'enferme dans une dépendance fragile. Au lieu de t'épuiser dans une routine répétitive, construis un écosystème financier, un réseau interconnecté de sources de revenus, de flux de relais qui travaillent pour toi, même en ton absence. Imagine un jardin où chaque plante soutient les autres, créant un équilibre durable. Transforme une compétence comme l'écriture, le conseil ou la création numérique en une ressource monétisable, par exemple via des cours en ligne ou des services récurrents. Crée des systèmes automatisés, comme une boutique e-commerce ou un contenu evergreen qui génère des revenus passifs. Établis des partenariats stratégiques avec d'autres professionnels pour amplifier ton impact.
Cet écosystème te libère de la dépendance à un seul salaire ou client, réduisant l'anxiété liée aux imprévus. Il apaise ton esprit en t'offrant une stabilité mentale et financière, te permettant de penser à long terme. En tissant cette toile vivante, tu deviens un stratège, non un exécutant, et l'argent circule vers toi comme un courant attiré par une structure cohérente. 5. Transcender la peur de manquer par l'acte de semer. L'argent n'est pas une pierre figée, mais un fluide vivant qui prospère dans le mouvement. Tant que tu le retiens, paralysé par la peur de manquer, tu étouffes son flux. Cette peur, ancrée dans des souvenirs d'insécurité ou de privation, te pousse à thésauriser, à refuser les risques, à dire non aux opportunités. Mais en retenant, tu crées un barrage. L'abondance ne peut ni entrer ni circuler. Transcender cette peur demande un acte courageux. Semer. Semer, c'est partager une idée, offrir une compétence, investir dans un projet, donner sans attendre un retour immédiat. Ce n'est pas perdre, mais créer un vide fertile que la vie s'empresse de combler. Chaque fois que tu partages une connaissance, que tu investis dans une relation ou une vision, tu plantes une graine. Machiavel aurait compris, celui qui donne crée une dette symbolique, un levier d'influence. Semer brise le réflexe de la rétention, libère ton énergie et aligne ton esprit avec l'abondance. Commence petit, partage un savoir, soutiens une cause, investis dans ta croissance. Ce mouvement dissout la peur et attire un flux nouveau, car l'argent va là où la confiance circule. 6. Dire non à l'argent toxique. Dire non à l'argent toxique est un acte de souveraineté. Ce sont ces revenus qui, bien que séduisants, empoisonnent ton âme. Les clients qui te méprisent, te traitant comme un pion. Les emplois qui t'éteignent, drainant ton énergie et étouffant ta créativité. Les contrats qui te consument, t'obligeant à sacrifier tes valeurs pour un chèque. Accepter cet argent, c'est croire, par peur ou par besoin, que survivre justifie de se trahir. Mais chaque compromis érode ton intégrité, envoie un message à ton inconscient. Tu ne vaux pas mieux. Dire non, c'est purifier ton énergie, briser ce cycle de dépendance. C'est déclarer ta valeur, affirmer que ton temps, ton essence, ton intelligence méritent le respect. Ce refus crée un vide sacré, un espace où l'univers peut répondre avec des opportunités alignées. Machiavel l'aurait vu comme une stratégie. Refuser ce qui t'affaiblit, c'est préparer un terrain pour un pouvoir authentique. Ce non n'est pas une perte, c'est une affirmation. En rejetant l'argent toxique, tu attires un argent propre, respectueux, qui soutient ta mission plutôt que de la corrompre. Ose dire non et observe comment la vie récompense ta clarté. C'est transformer ta mission en source d'abondance durable. Au fond de toi brûle un feu, une voix intérieure qui te murmure que tu es destiné à plus que survivre, payer des factures ou suivre une routine sans âme. Cette voix, c'est ta mission, un appel unique à créer, influencer, transmettre. Pourtant, si tu la laisses confiner dans l'abstrait, elle reste stérile et tu continues à chercher l'argent dans des emplois qui t'éteignent ou des compromis qui te vident. Transformer ta mission en réalité économique, c'est donner vie à ce que tu portes. Ce que tu sais, ce que tu as vécu, tes expériences, tes compétences, tes luttes, peut devenir une œuvre, une entreprise, une transmission. Structure-la avec clarté. Identifie ce qui te rend unique, ce que tu peux offrir au monde. Propose-la avec audace, que ce soit à travers un service, un produit, une parole. Monétise-la avec conscience, non pour trahir ton essence, mais pour l'enraciner dans le réel. L'argent, alors, ne sera plus un maître à craindre, mais un prolongement naturel de ton sens, un flux qui soutient ta vision. Ainsi, tu ne cherches plus à remplir un vide, tu crées une source durable d'abondance, alignée avec qui tu es. Tu sais maintenant ce que l'école, tes parents, la société ne t'ont jamais appris. L'argent ne récompense pas la vertu, il obéit à des structures. Il est un miroir de ton état intérieur, un révélateur de tes blessures. La liberté financière n'est pas un montant, c'est une posture, un regard qui ne tremble plus, une main qui donne sans peur, un cœur qui ne mendie plus l'approbation. Machiavel te dirait, pense le pouvoir avant de l'atteindre. Construis une architecture psychologique avant d'accumuler des chiffres. Sans ces structures, la richesse est un château de sable. La balle est dans ton camp. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux agir, reprogrammer ton esprit, refuser l'argent toxique, bâtir ton système. La liberté financière commence le jour où tu comprends que ce n'est pas l'argent qui te manque, mais la permission intérieure de l'accueillir. Si ce message t'a touché, abonne-toi, aime la vidéo et partage-le. Écris ce que tu refuses désormais d'accepter.
Nomme la vérité qui t'a secoué, car ce que tu viens de lire n'est que le début. D'autres révélations t'attendent, plus profondes, plus dangereuses, pour briser les chaînes du silence et bâtir une liberté que personne ne pourra renverser.